Bon dimanche à vous, chers téléspectateurs de la Première TV. Voici votre édition et on commence par les Wazalendo qui libèrent Irega, Kakuba et Mwegerira. La résistance populaire est en marche. Compatriotes, un vent de fierté et d'espérance souffle à nouveau sur les collines du Sud Kivu. Après un week-end marqué par de rudes affrontements, la vaillante résistance populaire congolaise, nos Waza viennent d'enregistrer une avancée majeure sur le terrain. Plusieurs sources locales concordantes confirment la libération des localités d'Irega, de Kakuba et de Mwegerera qui est située dans le groupement de Luhongo. Nous sommes en chefferie de Ninja, en territoire des Kabaré. Ces zones, longtemps sous la menace des groupes armés sémant la terreur et la division, revient désormais sous le contrôle patriotique. Et oui, les habitants, après 2 semaines de peur et d'incertitude, retrouvent espoir et dignité, accueillent les Wazalendo comme de véritables libérateurs. Sur le terrain, les combats furent intenses. Les assaillants, bien retranchés, ont opposé une résistance acharnée, mais la détermination des fils et filles du Congo, portée par l'amour de la patrie et les désirs de paix, a fini par triompher. Les Wazalendo, épaulés moralement par la population locale, ont consolidé leur position et poursuivent la sécurisation des zones reconquises. Cette victoire, au-delà des simples contrôles territoriaux, symbolise la montée en puissance de la résistance populaire congolaise. Elle rappelle au monde entier que le peuple congolais refuse la soumission. Chaque parcelle de notre sol sacré sera défendue jusqu'au dernier souffle. Le message est clair. Le Congo n'abandonnera jamais. Le Congo se relèvera toujours. Nos martyrs, nos soldats, nos résistants écrivent une nouvelle page d'honneur dans l'histoire de notre nation. Debout Congolais. Le revenu de renforcer la solidarité, de soutenir nos défenseurs et de redonner à notre pays la gloire qu'il mérite. Pendant ce temps, victoire à l'Omera. Compatriotes, une nouvelle page de courage et de fierté vient d'être écrite aujourd'hui sur le sol sacré de notre patrie. Grâce à l'intervention fulgurante et héroïque de Waza, la localité de l'Omera respire enfin la liberté et la sécurité. Les ennemis de la République, ces éléments du 123 AFC, RDF venus s'aimer, la peur et la désolation ont été violemment repoussés après de durs affrontements, déterminés à protéger leurs terres et leurs familles. Nos Wazalendo, fils et filles du peuple, ont mené une riposte exemplaire, frappant avec précision et discipline. Alors le résultat, de lourdes pertes dans les rangs ennemis, plusieurs neutralisés et d'autres en débandade totale. La localité de l'Omera est désormais sécurisée sous le contrôle total des forces patriotiques. La population locale, longtemps terrorisée, retrouve espoir et confiance, saluant le courage de ses défenseurs. Ce succès n'est pas un hasard. Il est le fruit de la détermination, du patriotisme et de la foi d'un peuple uni. Derrière sa cause, la détermination totale, la libération totale du Congo. Là où l'ennemi pensait installer la peur, c'est la fierté nationale qui s'est levée. Là où il voulait s'aimer les chaos, c'est l'unité congolaise qui a triomphé. Compatriotes, cette victoire de l'Omera est un signal fort. Le Congo ne reculera plus. Nos collines, nos forêts et nos lacs appartiennent à la République, pas à des marionnettes téléguidées depuis l'étranger qui est le Rwanda. Chaque jour, le Waza prouve que le courage du peuple congolais est plus fort que toutes les armes importées. Leur bravoure rappelle au monde que le Congo n'est pas à vendre. La RDC se défend. Ensemble, soutenons nos héros. Prions pour eux et restons vigilants. La victoire de l'Omera n'est qu'un pas de plus vers la reconquête totale de notre souveraineté. Vive nos Wazalendo, vive les FARDC, vive notre cher et beau pays, la République démocratique du Congo, une et indivisible. Fact check, chers compatriotes. Depuis quelques heures, les images circulent sur les réseaux sociaux prétendant montrer une prétendue avancée des rebelles du 123 AFC. Ces publications, souvent accompagnées des messages alarmistes, cherchent à semer la peur, à manipuler l'opinion et à saper le moral du peuple congolais. Attention, ces affirmations sont totalement fausses. Nos vérifications et plusieurs sources fiables confirment que ces photos n'ont aucun lien avec la situation en RDC. Et oui, en réalité, elles ont été capturées dans une vidéo montrant des militaires indonésiens au front, dans un tout autre contexte et sur un autre continent. Ce type de désinformation n'est pas anodin. Il s'agit d'une manipulation orchestrée par des réseaux sociaux de propagande rebelle de l'FC 123 et de leur relais
campagne médiatique visant à démoraliser la population congolaise, à ternir les victoires de nos forces de défense. Le peuple congolais ne doit pas tomber dans le piège de la guerre psychologique. Nos FARDC et nos Wazalendo tiennent bon sur le théâtre des opérations, progressent pas à pas et défendent chaque colline, chaque village, chaque vie avec courage et patriotisme. Pendant ces temps, les ennemis de la paix se réfugient dans le mensonge et la manipulation numérique. Rappelez-le haut et fort, le Congo n'est pas une terre d'illusion, mais c'est une terre de vérité et de résistance. La victoire ne se gagne pas sur les réseaux sociaux, mais sur le terrain, par le sang, la bravoure et la foi à la nation. Compatriotes, restons vigilants, unis et fiers. Avant de partager une image ou une information, vérifions toujours la source. Ensemble, démasquons les intox de rebelles et protégeons notre patrie contre la guerre de la désinformation. Parce que la vérité est notre arme, la foi notre bouclier et le Congo notre héritage sacré. Alerte générale. Compatriotes, l'heure est grave. Alors que nos vaillants défenseurs poursuivent leur mission de libération de l'Est de la République démocratique du Congo, une nouvelle manœuvre sournoise vient d'être découverte sur les rives du lac Édouard dans les zones de Mukununu, Nyakakoma, Vitsumbi et Rwindi. Ces antennes suspectes ont été installées par le groupe de l'F-123 RDF, les ennemis jurés de notre souveraineté nationale. Ces forces d'occupation, manipulées et soutenues par l'étranger qui est Kigali, prétendent devant la population locale qu'il s'agirait d'un simple dispositif anti-aérien. Mais la vérité est tout autre. Ces antennes sont en réalité des systèmes de communication sophistiqués destinés à renforcer la coordination militaire entre leurs positions et leurs centres de commandement basés au-delà de notre frontière. C'est là une stratégie perfide, un outil d'espionnage et de propagande mis en place pour tromper, surveiller et manipuler nos populations innocentes. Ces installations visent à étendre le contrôle technologique de l'ennemi sur notre territoire, à saboter nos communications et à préparer de nouvelles offensives contre notre cher épopéie, la RDC. Face à cette menace directe, nous appelons à nos forces armées de la RDC à lancer une opération ciblée et rapide pour neutraliser ces dispositifs hostiles. Comme vous le savez, le Saint-Père est prêt à faire son travail bien et précis. Le service de renseignement a identifié la surveillance de ces zones stratégiques et d'identifier les complices locaux. Les populations de Mukununu, de Nyakakoma, de Vitsumbi et Rwindi à ne pas céder à la peur, mais à collaborer avec les autorités militaires en signalant tout mouvement suspect. Le peuple congolais n'est pas dupe. Ces antennes sont des symboles d'une guerre hybride que mène l'ennemi. Une guerre non seulement avec des armes, mais aussi avec des ondes, des mensonges et la peur. Le Congo ne pliera pas. Chaque antenne ennemie sera abattue, chaque manipulation dénoncée et chaque parcelle de notre sol défendu. La patrie ou rien. Le Congo appartient aux Congolais et aucune force étrangère ne dictera sa loi sur notre territoire sacré. Dans la suite des audiences, le président de la République a reçu le chargé d'affaires du Qatar en RDC, Shafi Nehami Al-Hadjri, est venu louer les relations diplomatiques entre la République démocratique du Congo et le Qatar. Le diplomate qatari a également annoncé au chef de l'État la visite dans les tout prochains jours du prince héritier du Qatar à Kinshasa. Ce week-end, l'autorité provinciale s'est rendue personnellement sur terrain dans les rues et avenues des Bunia, chef-lieu de la province de l'Ituri, pour s'assurer du début effectif des travaux de la modernisation et d'asphaltage de plus de 20 km des routes exécutées par l'entreprise Good News. Profitant de son activité sportive hebdomadaire du samedi, le gouvernement militaire a parcouru à pied plusieurs artères de la ville en pleine réhabilitation. Une manière concrète de joindre l'utile à l'agréable. Moi, je me prépare pour aller d'abord là-bas au service. Quand vous voulez passer, si je voulais quand même vous saluer. Félicitations pour tout ce que vous avez déjà fait pour l'Ituri. Que Dieu vous bénisse. Sur son passage, des cris de joie, des chants et des ovations ont fusé de la part de la population massée le long des trottoirs. Les habitants expriment ainsi leur satisfaction de voir enfin se concrétiser le rêve d'un Bunia moderne et propre avec des routes dignes d'une grande ville. Félicitations Zambé Lola Pambola ye. Azala mutu munene mwana treza Luboya chodiko.
Nzamba bakisele lisusu, amatise lisusu. Ces travaux d'asphaltage s'inscrivent dans le cadre de la vision présidentielle du développement, à la base appuyée localement par les gouvernants militaires de l'Ituri. Pour beaucoup, ces chantiers symbolisent un nouveau départ pour Bunia, ville longtemps marquée par les défis sécuritaires, mais désormais tournée vers la paix et la modernité. 80 ans de Nations Unies. À Bunia, la cérémonie a réuni les agences onusiennes, les autorités provinciales et des partenaires engagés pour la paix et le développement. Les Nations Unies ont renouvelé leur engagement au travail main dans la main avec les autorités locales pour construire un avenir fondé sur la stabilité, la dignité humaine et le développement durable. En cette journée des Nations Unies, soyons unis et réalisons l'extraordinaire promesse de vos Nations Unies. United Nations. Le gouverneur militaire, le lieutenant-général Boyanka Chamachuni, a salué la contribution constante de la MONUSCO en insistant sur l'importance de maintenir et renforcer ses partenariats stratégiques au profit de la population. Vous savez que depuis que je suis ici, ça fait 4 ans, nous avons travaillé dans une très bonne collaboration, coopération, de sorte que là où il n'y avait pas la vie ici à Ituri, vous avez vu la vie reprendre. Je parle ici de la RN27 quand vous arrivez à Kabarole, vous montez Nyakound et ainsi de suite. Vous allez à Boga, Tchabi, vous allez à Amé, vous vous rappelez tout ce qu'il y avait eu là-bas. Vous allez Ngoté jusqu'à Dialasika, donc vraiment nous sommes très contents parce que nous avons vu, et même les déplacés, comment est-ce qu'ils ont été pris, ils sont pris en charge jusqu'aujourd'hui. Donc vraiment, je suis sûr que sans eux, on aurait eu beaucoup de difficultés. Voilà. En Ituri, cette célébration est bien plus qu'un anniversaire. C'est un symbole fort d'unité et de résilience porté par la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et concrétisé chaque jour par les efforts de l'administration militaire dans la pacification de l'Ituri. Terminons cette édition, chers compatriotes, par les corridors des bananas, qui est un nouveau d'ailleurs moteur de croissance pour notre cher et beau pays, la RDC portée par la vision du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Compatriotes, c'est un voie d'espoir et de transformation qui souffle sur notre chère République démocratique du Congo, les corridors des bananas. Ce projet stratégique et ambitieux est voulu et soutenu par le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo n'est pas seulement une infrastructure, c'est un symbole de souveraineté économique, d'ouverture au monde et de fierté nationale. Situé dans la province du Congo central, à l'extrême ouest du pays, les corridors des bananas représentent bien plus qu'un simple port en eau profonde. Il est la porte maritime du Congo, un trait d'union entre notre immense territoire et les commerces extérieurs internationaux. Grâce à ce projet, les Congo renoue avec sa vocation de puissance logistique et maritime, capable d'attirer des flux économiques de toute l'Afrique centrale. Sous l'impulsion du président Félix, ces chantiers s'inscrivent dans une vision bien plus claire, libérer les potentiels économiques du pays, réduire la dépendance aux infrastructures étrangères, créer des milliers d'emplois directs et indirects, et surtout, assurer une meilleure circulation de biens, des capitaux et des opportunités du Congo central jusqu'aux confins du Katanga, de l'Est et du Grand Équateur. Ce corridor n'est pas un projet parmi tant d'autres, il est le moteur d'un Congo nouveau, celui de la prospérité partagée, du développement intégral. Les retombées économiques seront immenses. Premièrement, il y a les ports modernes capables d'accueillir les plus grands navires internationaux. Et oui, une zone économique spéciale pour dynamiser l'industrialisation locale. Des axes routiers et ferroviaires connectant Banana à Kinshasa, Matadi puis au cœur du pays. Une attractivité accrue pour les investisseurs qui voient enfin les Congo prêts à décoller. Le chef de l'État ne cesse de le répéter. La RDC doit cesser d'être seulement le scandale géologique. Elle doit devenir un scandale économique, un modèle africain du développement durable. Voilà pourquoi le corridor des bananas n'est pas seulement un projet d'infrastructure. C'est un acte de foi dans l'avenir du Congo, une main tendue vers la prospérité et une démonstration éclatante que, sous la vision du président Félix, le pays se redresse, s'affirme et avance. En soutenant ces projets, nous soutenons la renaissance du Congo. Nous soutenons la volonté d'un peuple de maîtriser son destin. Banana, c'est le souffle du progrès. Tshisekedi, c'est la détermination d'un bâtisseur. Et les Congo, c'est l'avenir de l'Afrique. Patrick Mouyaya, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être venu nous voir dans nos studios d'Africa Radio à Paris.
Merci. Vous êtes ministre de la Communication et des Médias en République démocratique du Congo, porte-parole du gouvernement congolais. Nous allons aborder avec vous plusieurs sujets d'actualité liés à la République démocratique du Congo. Tout d'abord, monsieur le ministre, les délégations de la RDC et du Rwanda sont réunies à Washington pour une 3e session du mécanisme conjoint de coordination de la sécurité, avec pour objectif de faire avancer l'accord de paix de juin. Mais que peut-on réellement attendre de ces 2 jours de discussion ? Écoutez, c'est des discussions qui font suite à celles qui ont eu lieu autour du 17 et 18 juin, qui ont été suivies par d'autres discussions du comité conjoint de surveillance, qui ont pour objectif cette fois-ci de faire le point de l'ordre opérationnel, parce qu'à la suite des discussions qu'il y a eu en septembre dernier à Washington, on avait convenu qu'on ferait un ordre opérationnel pour permettre l'exécution du CONOPS, qui est le plan opérationnel convenu à Luanda, qui devait consister d'une part au désengagement des forces rwandaises, mais d'autre part aux opérations contre les FDLR. Et dans cet ordre, notre armée avait fait une communication, telle que prévue d'ailleurs dans l'esprit, pour demander à tous les FDLR de déposer les armes et de demander à toutes les populations congolaises qui peuvent être au courant de la présence de ces forces négatives, de les signaler. Je pense que ça marquait une étape importante parce que d'après l'esprit de l'accord du 27 juin, il est prévu une phase de sensibilisation avant d'envisager des opérations militaires pour mettre fin à cette menace. Alors vous parlez d'étapes importantes. Alors récemment à Bruxelles, le président congolais Félix Tshisekedi a tendu la main à Paul Kagame en appelant au dialogue. Est-ce que cela ouvre une nouvelle phase dans les relations entre Kinshasa et Kigali ? Écoutez, le président de la République est resté cohérent. Souvenez-vous qu'en 2019, il a été de ceux qui ont permis notamment au président Kagame et Museveni de se réconcilier. Le président, à son arrivée, a pris le choix courageux, y compris contre l'opinion publique, d'adhérer à la communauté de l'Afrique de l'Est et de vouloir normaliser les relations avec les Rwandais. Mais c'était sans compter sur les mauvaises habitudes accumulées par les Rwandais. Encore une fois, au lieu de parler, de réclamer des sanctions dans l'instance où il était, parce qu'on parlait des développements, et nous pensons que les développements ne peuvent pas avancer sans la paix. C'est pour ça que le président, par un geste des grandeurs, a demandé justement au président rwandais de faire le choix à nouveau de la paix, notamment en retirant ses troupes et en cessant d'apporter le soutien qu'il apporte à ses supplétifs du M23, à sa brigade avancée en RDC. Envisagez-vous un sommet prochainement entre les 2 chefs d'État ? Écoutez, il y avait déjà des discussions qui ont commencé le 18 mars à Doha entre les 2 chefs d'État qui ont déverrouillé les discussions qui sont en cours et normalement il est prévu un sommet cette fois-ci autour du président Trump dans le jour qui viennent. Mais je pense que l'appel du président était un appel pour accélérer parce que finalement tout dépend de la volonté du président rwandais. Il suffit juste qu'il donne un ordre à ses supplétifs ou à sa brigade avancée pour que nous connaissions de progrès. Parce que nous connaissons plus ou moins les méthodes rwandaises, de ne jamais respecter la parole donnée, de prendre des engagements et chercher en même temps des faux fuyants. Mais cette fois-ci, on espère qu'on est dans une dynamique qui va nous permettre de rétablir la paix, parce qu'avant la paix, après la paix, il faut qu'on parle de développement, d'intégration économique, mais toutes ces questions ne peuvent pas être abordées tant que la paix n'est pas restaurée. Est-ce que vous êtes déçu de la réponse des autorités rwandaises ? La question pour nous, ce n'est pas d'être déçu. Le président n'a pas répondu directement. La question pour nous, ce n'est pas d'être surpris ou pas, mais nous sommes dans une posture où nous voulons la paix, et la paix, elle s'impose. Donc, au-delà des postures habituelles que prend le président rwandais, mais je pense que devant sa conscience et devant toute la responsabilité et la charge qui incombe au Rwanda de cesser toutes ces aventures meurtrières dans l'Est de la RDC, il n'aura pas d'autre choix que celui de faire la paix. Alors, récemment, à Doha, au Qatar, le gouvernement congolais et le M23 ont convenu récemment d'un mécanisme de suivi du cessez-le-feu. Beaucoup de Congolais s'interrogent, monsieur le ministre, comment dialoguer avec un mouvement que Kinshasa qualifie de terroriste et soutenu par le Rwanda ? Et c'est connu, parce que nous sommes dans une dynamique où nous voulons aller vers la paix. Et parce qu'on a fait le choix de la paix, faire la paix signifie faire des concessions. Et c'est dans cet ordre qu'il faut situer les discussions que nous avons d'une part avec le père, le Rwanda à Washington, d'autre part avec le fils, les M23 à Doha. Et là, nous sommes en train progressivement d'avancer pour que nous puissions être sûrs que nous avons fait notre part pour que nous restaurions la paix. Mais pour le reste, terroristes et tout ce que nous disons, ça vaut au regard des crimes. Pour vous, c'est toujours un mouvement terroriste. Mais évidemment, on ne peut, même si c'est un qualificatif qu'on veut omettre parce que nous parlons de paix, mais c'est que nous avions dit,
C'est les faits qui nous permettent de le dire. Lorsque vous regardez ce qui se passe à Goma aujourd'hui, c'est une gouvernance par crime. Quotidiennement, des populations innocentes sont attaquées et tuées. Lorsqu'on doit se souvenir du carnage de Goma, souvenez-vous, en début janvier, on peut faire toute une liste de crimes qui ont été commis et nous pensons que ces crimes sont des crimes qui rentrent dans cet ordre-là. Mais que répondez-vous à ceux qui dénoncent une négociation qui risque de légitimer le M23 ? Puisque vous le qualifiez toujours de mouvement terroriste. Écoutez, la question ne se résumerait pas à une forme de légitimation forcément. Nous sommes dans une situation où nous voulons avancer vers la paix. Et comme je le disais tout à l'heure, nous devons faire des concessions. Mais bien au-delà, il y a des faits qui sont notamment imprescriptibles, parce qu'au-delà de toutes les dimensions des initiatives en cours, notamment à Washington, notamment à Doha, il y a une composante essentielle, même si cela ne figure pas de manière claire dans les discussions en cours sur laquelle nous tenons, cette composante, c'est la composante judiciaire. Oui. Parce qu'il faudrait bien à un moment ou à un autre que pour tous ces crimes imprescriptibles qui ont été commis, que des personnes soient sanctionnées pour que cela ne se reproduise plus. Monsieur le ministre, mais ce qui se passe actuellement à Doha n'est-il pas un aveu que la voie militaire ne fonctionne pas seule et qu'une solution politique est désormais inévitable ? Il est évident que pour nous, dans la gestion de cette crise, nous avions 5 piliers. Nous avons un front militaire, un front diplomatique, un front économique, un front judiciaire et un front médiatique. Mais dans l'esprit de la résolution 2773 et dans l'esprit de tout ce que nos partenaires nous ont recommandé, la solution politique est la solution qui a été envisagée, et donc diplomatique. Donc, pour l'instant, la solution militaire a été mise en veilleuse. Et si vous regardez la résolution 2773 et de toutes les institutions qui nous accompagnent pour aller vers la paix, c'est la solution diplomatique qui est privilégiée, c'est celle-là sur laquelle nous sommes en train de travailler. Alors, autre sujet, monsieur le ministre. Au Kenya, l'ancien président Joseph Kabila a réuni la semaine dernière plusieurs figures de l'opposition. Et l'un des participants à cette réunion, l'opposant Seth Kikuni, a été brièvement arrêté à son retour samedi à l'aéroport de Kinshasa. Est-ce que le gouvernement ne donne pas l'image de vouloir écarter des adversaires politiques par la justice et par la force ? Non, je ne pense pas. Ça veut dire qu'il y a eu sûrement je ne saurais peut-être pas me prononcer longtemps parce que cela ne relève pas de mes attributions, mais je pense qu'il y a eu sûrement une consultation de routine, parce qu'il ne faut pas oublier que le président Kabila a été condamné pour des faits qui ont été ceux-là. Et donc, lorsque vous avez été en contact avec lui, peut y avoir sûrement des éléments qui intéressent les services, et dans cet ordre qu'il faut considérer cette brève interpellation. Mais cette rencontre de Nairobi est perçue par certains comme le début d'une plateforme d'opposition à Félix Tshisekedi. Est-ce que le gouvernement y voit une menace politique ? Il n'y a pas de menace politique dès lors que nous savons que le président Kabila, c'est un homme du passé. Et il est établi, dès par son comportement, qu'il a lui-même enfreint les règles, ou tout au moins les obligations qui sont contenues dans la loi de juillet 2018 qui concerne spécifiquement le statut d'ancien chef d'État. Et donc, il a péché par rapport à cette loi. Vous avez vu, évidemment, sa présence à Goma-Bukavu de connivence avec ceux qui tuent. Je ne suis pas sûr que s'il était prédisposé pour faire la paix, pour contribuer conformément au rôle qui lui est plus ou moins dévolu par cette loi, il se serait comporté de cette manière. Mais quoi qu'il en soit, c'est un homme du passé qui s'est réuni avec ceux qui, pour la plupart, sont des condamnés, des fugitifs, et avec un point commun qui ressemble visiblement à une forme de haine contre le président Tshisekedi. Rien ne peut sortir de là, et les combats qu'ils veulent porter, je ne suis pas sûr qu'ils ont la crédibilité pour pouvoir porter un combat qui s'appellerait Sauvons le Congo, parce que pour petit rappel, il y a un pasteur qui avait déjà porté ces combats sous les régimes du président Kabila et qui a fini en tôle. Et donc, c'est illustratif justement d'un acte désespéré pour des gens qui cachent mal leur complicité avec ceux qui nous agressent. Alors, concernant Joseph Kabila, la semaine dernière sur notre antenne, monsieur le ministre, Ferdinand Cambéré, secrétaire permanent adjoint du PPRD, parti de Joseph Kabila, a déclaré que l'ex-président pouvait aller quand il voulait à Goma. Est-ce que Joseph Kabila sera arrêté s'il rentre en territoire congolais ? Écoutez, c'est des questions qui relèvent de la compétence de la justice, et je crois que du point de vue judiciaire, il a été condamné, et je crois que des conséquences pourront être tirées dans l'hypothèse où... Ça veut dire que s'il rentre en RDC, il sera arrêté. Conséquence logique de la décision judiciaire. Merci beaucoup Patrick Mouyaya d'être venu nous voir sur Africa Radio.
Voilà, chers compatriotes, c'est par ici que s'achève notre émission. Merci à vous de nous avoir suivis. N'oubliez pas de vous abonner s'il vous plaît si ce n'est pas encore fait. Activez la petite cloche de notification pour recevoir nos informations à temps réel. Mais aussi, chers compatriotes, partagez pour que la grande famille de la Première TV puisse grandir parce qu'on se retrouve dans les heures qui suivent pour d'autres séries d'actualité. À la présentation, Saint Tiché Senga. Au revoir.